Bonjour à tous, bienvenue. Le parti FCBE a réaffirmé hier à Boumé-Calvi lors de son congrès extraordinaire être toujours dans la logique d'une liste unique de l'opposition pour les législatives 2019. Au lendemain de cet événement, nous recevons le porte-parole du parti, Nourenou Achadé. Nourenou Achadé est député de la minorité parlementaire. Avec lui, donc, nous parlerons du budget de l'État exercice 2019. Nous reviendrons sur l'arrestation de Komi Koutié. Nous aborderons aussi le procès SCC Service actuellement en cours à la Crieta. Honorable Nourenou Achadé, bonjour. Bonjour, M. Villiers. Bienvenue. Oui. Eh bien, dites-moi, que peut-on retenir d'essentiel de votre congrès extraordinaire d'hier à Boumé-Calvi? Merci beaucoup. Et nous avons fait hier un congrès extraordinaire et pour la mise en conformité par rapport à la nouvelle charte et de notre formation politique. Et c'est l'essentiel de ce qu'est consacré au niveau du congrès. Mais en marge de cela, nous avons profité pour indiquer que le parti FCBE est toujours dans la logique de la liste unique de l'opposition et que nous sommes disposés à faire tout ce qu'il faut pour que la liste unique de l'opposition ait lieu. Et nous avons également profité pour adresser une motion de soutien à notre président d'honneur dans le cadre de l'affaire ICC Service et le procès ICC Service à la Criette. Et comme vous le savez, le matraquage médiatique contre lui qui s'opère en ce moment, nous avons également profité pour lui adresser notre soutien, le soutien du... Pour lui remonter le moral. Bon, son moral est au haut niveau parce qu'il ne se reproche absolument rien, mais le parti se devait, puisque depuis longtemps vous avez observé que nous nous sommes mis en marge de cette affaire qui ne concerne pas FCBE, mais étant entendu qu'il est notre président d'honneur, nous lui avions affirmé notre soutien à l'occasion de ce congrès. On va revenir largement sur le procès ICC Service. Ça fait la seconde fois, j'allais dire, oui, que vous vous engagez pour une liste unique. La première fois, c'était déjà à votre conseil à Savert. Et quand on voit une mise en conformité, c'est plus qu'une formalité administrative. On aurait pensé que c'est plutôt consacré que l'opposition va en rendre dispersée, puisque après vous, il y a déjà d'autres partis de l'opposition. Je ne veux plus citer Restaurer l'Espoir, je ne veux plus citer USL, qui ont déjà fait le même exercice, se mettre en conformité avec la nouvelle charte. Non, se mettre en conformité avec la nouvelle charte ne veut pas dire que les partis vont en rendre dispersés. Parce que, comme vous le savez, la charte, la nouvelle charte, dans l'un des articles, il est dit que 6 mois après la promulgation, les partis qui ne se seraient pas mis en conformité disparaissent. Et ma foi, FCBE, ça fait déjà 12 ans que ça existe. On n'aurait pas souhaité que FCBE du jour au lendemain disparaisse, même si nous devons aller à une liste unique. C'est le cas de USL. Et la liste unique ne veut pas dire la disparition ou la mort des partis politiques qui existent. C'est pourquoi il faut aller à la conformité en même temps que nous nous battons pour la liste unique. Mais question de logique simple. Comment existe-t-on toujours lorsqu'on sait que dans le même temps, la même charte interdit d'appartenir à deux partis à la fois? Comment vous allez donc aller sur une liste unique? Je ne vous dis pas ici ce qui est en train de se faire. De façon juridique, nous allons trouver le mécanisme pour que... Un contournement. C'est possible. Ou une adaptation. C'est possible. Nous trouverons les moyens juridiques pour y arriver sans enfreindre à la loi. Et à ce jour, où en sont les négociations globalement comme ça pour la liste unique? Les négociations vont bon train et j'avoue que d'ici probablement la semaine prochaine et vous entendrez quelque chose de positif sera fait. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est des partis
qui ne sont pas, n'est-ce pas, ensemble. USL qui a eu à avoir l'adhésion de MADEP, du PSD, Golou, et la Renaissance du Bénin et d'autres partis de cette manière-là. Le président Séverin Adjovien a créé aussi, enfin, s'est mis en conformité, enfin, comme vous voyez. On connaît aussi le cas de Restaurer l'Espoir. Pour l'instant, c'est cette opposition éparpillée qu'on connaît. Je crois que c'est déjà un début. Si il y a eu plusieurs formations politiques autour de USL, c'est déjà un début de regroupement. C'est également le cas hier, si vous avez bien suivi, le cas de FCBE, qui a vu l'adhésion de plusieurs mouvements et partis politiques. En même temps, il y avait 17 qui se sont fondus dans FCBE. Et je crois que c'est déjà un début de regroupement. Et l'autre qui va consacrer la liste unique viendra. Et j'avoue que c'est notre credo et on va y arriver. On parle plus souvent de lui ces derniers temps. Où en êtes-vous avec Restaurer l'Espoir? Restaurer l'Espoir, nous continuons de discuter avec Restaurer l'Espoir. Comme vous le savez, nous sommes ensemble avec un député Restaurer l'Espoir de la minorité parlementaire. Et nous continuons de discuter au sein de la minorité parlementaire comme au sein de l'opposition plus large. Nous continuons de discuter et personne ne sera laissé en rade. Oui, mais la discussion reprit quand, lorsqu'on sait que ça s'était arrêté en temps? Non, les discussions ne se sont jamais rompues avec Restaurer l'Espoir, comme je l'ai dit. Nous sommes tout le temps ensemble avec le député Guy Mitopé. Et la minorité parlementaire se concerte tout le temps qu'il faut et il n'y a jamais eu d'interruption de négociation. Il y a Séverin Adjovien qui s'annonce aussi avec son LDF du Votin du côté de Ouida. Vous entendez élargir aussi? Je crois que tous ceux qui se réclament de l'opposition sont la bienvenue. Nous travaillerons avec tous, dès qu'ils se réclament de l'opposition, dès qu'ils ne sont pas d'accord avec la gouvernance actuelle, nous ferons l'effort, le sacrifice nécessaire de travailler avec tout le monde. Il y a un parti qui est né, qui est de l'opposition, qui extraordinairement a le même symbole que FCBE. Est-ce que vous êtes ensemble également? Vous avez dit après discussion? Vous avez pris langue de moins avec non, ce n'est pas sûr qu'on puisse discuter avec cette formation politique, étant entendu qu'elle n'est pas de l'opposition. Ah bon? Ah oui, elle s'en réclame? Non, mais ce n'est pas se réclamer de l'opposition qui est le problème. C'est nous appelons partis de l'opposition des gens qui ne se retrouvent pas dans la gestion actuelle du pouvoir. Et quand quelqu'un va faire la prière pour le chef de l'État dans sa localité, quand il appelle à soutenir la gouvernance du président de la République et le lendemain, il va faire un simulacre de congrès en s'accaparant des attributs d'un autre parti dans une forme de tricherie intellectuelle. Je crois qu'on ne peut pas l'appeler parti de l'opposition et lui-même ne peut pas approcher. Mais si lui, il est en état conscient et qu'il est lui-même de l'opposition, il aurait fait le pas vers les partis de l'opposition. Il n'a jamais fait ça. Donc, c'est une opposition fabriquée pour que le moment venu, on l'utilise à dessein. Oui, mais comment vous pouvez dire ça? Il ne vous arrive pas, vous, de prier pour Patrice Talon? Est-ce que c'est parce qu'il a prié qu'il est forcément... il ne m'arrive pas de réunir les alphas ou l'église et de dire je prie pour la gouvernance, je prie pour, alors que cette gouvernance dont je désire la fin, je ne vais pas aller prier pour une gouvernance pour vous, c'est une contradiction. C'est une contradiction, d'autant plus que lui, il soutient cette gouvernance. On ne peut pas dire du jour au lendemain qu'on est de l'opposition. Je crois que c'est un cinéma et nous n'allons pas
accepter des brebis galeuses au sein de l'opposition. Le Cori, vous le lui laissez ou il y a une guerre, bataille juridique à venir? Nous n'allons pas faire la guerre avec celui-là. Ah oui? On n'a rien de Mais commun. pourtant, celui-là, c'est quelqu'un que vous connaissez bien. On le connaît très bien, mais il ne mérite même pas notre attention. C'est pourquoi on n'en parle même pas. Vous lui laissez le Cori? Mais il n'a pas pris le Cori. Il ne peut pas prendre le Cori et il n'a pas pris le Cori. Ah bon? Ah non, quand vous savez, mais la machination, les populations sont largement informées. On sait, il y a on connaît comment la position de son Cori. Les électeurs savent ce qu'il est par rapport à notre Cori. Et il y a une différence. Ouais, le Cori, c'est le Cori, non? Oui, le Cori, c'est le Cori, mais son Cori est différent de notre Cori et les électeurs feront immédiatement la différence. On n'a pas besoin de lui faire la guerre, il va disparaître de lui-même. Alors, nous, à Tchadé, vous vous préparez, dites-vous, est-ce que vous n'avez pas à ce jour raté certaines étapes, n'est-ce pas, sur la voie des législatives? On n'a pas vu à ce jour, n'est-ce pas, des groupes de politique, enfin, de l'opposition notamment, se déplacer, par exemple, aller voir ce qui se passe à la Sénat, aller voir ce qui se passe au COSLEPI? Ben, ce n'est pas... Nous avons nos représentants au sein du COSLEPI. Et ils nous rendent compte au fur et à mesure de l'évolution des choses. Donc, ça, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Nos représentants font le travail qu'il faut pour l'actualisation de la liste électorale. J'avoue que d'ici quelques jours, ils vont finir leur mission. Et je pense qu'ils sont en train de faire un travail remarquable. La dernière fois, la Sénat est sortie pour dénoncer ce qui ne va pas. Le gouvernement s'est précipité de faire une rencontre avec elle. Mais j'avoue qu'au niveau de FCBE, nous ne sommes pas du tout satisfaits. Nous l'avons annoncé hier, on a fait une motion pour dénoncer ce qui se passe parce que déjà, 6 mois avant, on doit pouvoir commencer par mettre les moyens à disposition pour que la Sénat puisse commencer par faire les préparatifs pour des élections. On est à 2 mois environ des élections et le gouvernement n'a pas encore mis aucun moyen à disposition de la Sénat. 5,5 milliards de francs CFA sont annoncés pour la Sénat. Annoncés, ce n'est pas... je ne parle pas des annonces. Je sais que c'est le fort du gouvernement. Je sais que c'est le fort du gouvernement actuel. Oui, le ministre des Finances a dit dès que le budget sera mis en place. Et monsieur le journaliste, vous convenez avec moi que ce n'est pas le 1er janvier que le budget se met en place. Et lorsque vous votez le budget, vous rentrez dans l'année, il faut attendre peut-être le mois de février pour que le budget commence par se mettre en place. Ça veut dire que le gouvernement ne nous rassure pas que dès le 1er janvier, dès le mois de janvier déjà, que la Sénat pourra avoir les moyens pour commencer les préparatifs. Mais à chaque élection, donc nous sommes très présentés ainsi? Non, pas toujours. Pas toujours. C'est pourquoi j'ai dit 6 mois avant. Les élections sont toujours organisées entre mars et avril. Si la Sénat s'en est plaint, c'est parce que elle a attendu et ce qui se fait ordinairement n'est pas fait en ce moment. Elle souffrait déjà de ses ressources financières. Oui, elle souffrait déjà des ressources financières. C'est pourquoi elle a haussé le ton et elle a parlé. C'est que ça ne se faisait pas comme ça. Donc, nous sommes inquiets. Et s'il faut organiser les élections en mars ou en avril, c'est que le gouvernement doit tout faire pour immédiatement et très rapidement mettre les ressources financières à la disposition de la Sénat. Parce qu'elle a beaucoup à faire. Tout se passe bien au COSLEPI, vous êtes rassuré. Avez-vous la même assurance du côté de la Sénat? Oui, mais c'est ça que je viens de dire. Je dis, nous, au niveau de FCBE, nous sommes très inquiets. Non, ça, c'est côté organisation, l'argent. Mais dès que ça déjà rate, c'est que
il y a, il y a matière à inquiétude. Il y a matière à inquiétude. Si nous savons tout ce que le gouvernement fait pour aussi vassaliser la Sénat, mais il y a matière à être inquiet. Justement, est-ce que vous avez confiance aux acteurs de la Sénat? Nous, pour le moment, on ne peut pas dire qu'on est confiant parce que tout ce qui est aujourd'hui membre de la Sénat, à 90% se retrouve être du côté de la majorité présidentielle. Ah bon, même moi, ce sont les élus je dis, ils ne sont pas élus, les gens désignés par la majorité présidentielle. Et qu'il vous souvienne l'audit que le gouvernement a diligenté là-bas et pour régenter les gens, pour les empêcher de parler, pour les soumettre, comme on le dit d'habitude, pour les soumettre. Je crois que tout ça là fait que l'opposition a d'inquiétude. Oui, et nous veillons au grain, nous allons jouer notre partition, nous allons contrôler ce que nous devons contrôler et la population sera informée au fur et à mesure de l'évolution des choses. Oui, on ne se laissera pas faire. On ne vous suit pas bien. On sait que le gouvernement, l'actuel pouvoir, n'a eu l'occasion de désigner qu'un seul membre de la Sénat après la mort de l'un des 5. Oui, mais la Sénat, les membres actuels de la Sénat ont été désignés par des groupes politiques. Bien sûr. Et ces groupes politiques se retrouvent aujourd'hui avec l'actuel pouvoir. Le président, il a été désigné par votre groupe. C'est pourquoi j'ai dit à 90%. C'est pourquoi j'ai dit à 90%. Si vous permettez, je vais revenir à l'organisation des élections au niveau de l'opposition. Bien sûr. Le point d'accrochage, c'était déjà le logo. Oui. C'était déjà le nom que porterait la liste. Est-ce qu'à ce jour, c'est dépassé? Oui, on a évolué. On a beaucoup évolué et je ne pourrais pas ici vous dire ce qui est en train d'être retenu. Vous ne tenez plus à FCBE, la liste FCBE? Je vous réponds que nous avons évolué et dès que tout sera prêt, et nous allons l'annoncer au niveau de la nation, à toute la nation, et vous saurez en ce moment-là. Et je ne peux pas vous dire exactement ce qui se fait en ce moment et sur ce plateau. Est-ce que le plus difficile ne commencera pas lorsque vous aurez arrangé tout ça là, à savoir le positionnement? Nous sommes prêts à faire tous les sacrifices possibles. FCBE a dit qu'elle fera tous les sacrifices possibles pour la liste unique. Et l'USL a dit la même chose. Toutes les formations politiques. Mais dire et faire, c'est pas pareil. Dire et faire, c'est pareil. Lorsqu'il y a la volonté, c'est que ça se fera. Tout le monde consent qu'il faut faire des sacrifices. Même au sein de FCBE, si on ne va pas à la grande alliance, c'est qu'il y a des sacrifices à faire. Si je prends ma circonscription électorale, il y a plusieurs candidats. La 13e. Au sein la 14e, oui, la 14e circonscription électorale. Il y a plusieurs prétendants. Donc, il faut nécessairement faire des sacrifices. Des éliminations. Donc, c'est sûr qu'il y aura des grincements de dents. Et étant entendu que nous avons le même objectif, on pourra supporter les grincements de dents, comme vous le dites. Et il y a déjà un débat aussi sur les profils de députés. On parle de députés capables de migrer après les élections et les populations reviennent sur ça également, donc côté intégrité. Oui, bon, on va en tenir compte beaucoup parce que, comme vous le constatez, FCBE est allé avec 33 députés. Aujourd'hui, on s'est retrouvé avec 15 députés. Je crois que ce n'est pas une bonne chose pour les formations politiques. La charte des partis politiques, nouvelle version, n'est pas arrivée à mettre un terme à ça. Je crois qu'on va faire avec. On verra d'abord la moralité. C'est vrai qu'il n'a pas un sincéromètre pour savoir ce que les gens vont faire après. Mais étant entendu que
et à l'issue des élections, ceux qui ont migré facilement de l'autre côté, et si la sanction des populations tombait sur eux, et je crois que prochainement les députés réfléchiront par 2 fois avant de faire ces faux jeux à leur population. Parce qu'il ne sert à rien d'aller devant les populations pour dire je suis opposant à la gouvernance du président Talon, et du jour au lendemain, et les populations, sur cette base, vous accordent leur voix, et du jour au lendemain, vous vous retrouvez de l'autre côté pour dire c'est moi qui fais mon choix, c'est moi qui suis élu. Je crois que c'est un faux jeu, ce n'est pas intéressant, c'est trahir la confiance des populations. Et je crois que dès que ceux qui l'ont fait, dès que ceux qui se sont trouvés dans cette posture vont affronter leur électorat et se verront sanctionnés par ce fait, je crois que d'autres députés à l'avenir réfléchiront par 2 fois avant de faire le pas. Certains, peut-être oiseaux de mauvais augure, pensent que l'opposition n'a certainement pas fini de souffrir et que la liste, une fois connue, eh bien, c'est une autre lutte qui pourrait s'engager, à savoir quitus fiscal, à savoir des emprisonnements, peut-être d'autres difficultés. Oui, ça fait partie du harcèlement que l'opposition est en train de vivre en ce moment. Et moi, je dis, le problème aujourd'hui, le problème de la gouvernance de Talon, le problème politique que connaît aujourd'hui Talon n'est pas un problème d'homme. Quel que soit le Béninois lambda qu'on mettra sur la liste, la personne est à même de faire mal. Quel que soit. On peut aller chercher, quand vous lisez les réseaux sociaux, vous entendez dire, même si c'est un Pakistanais, on amène, nous on va voter prochainement. FCB n'a qu'à nous amener un Pakistanais. L'opposition n'a qu'à nous amener un Libanais. Nous on va voter. Voilà ce que les gens tentent de dire aujourd'hui. C'est pour dire quoi? Peut-être que le président Patrice Talon ne connaît même pas encore son challenger de 2021. Les Komikuche qu'il prend comme adversaire, les Sébastien Adjavon qui prend comme ses vrais adversaires, peut-être que ce ne sont pas eux, ces vrais challengers pour 2021. Et le cas de, comment on appelle le pays, Adama Barrow, ou le président, oui, en Gambie, nous édifie largement. L'opposant principal de la Gambie a été mis en prison par le président Yaya Jammeh. Il l'a mis en prison. Mais c'est un outsider qui l'a battu après avoir fait près de 40 ans au pouvoir. Donc, c'est un cas d'école. On va revenir sur le cas Komikuche, puisque vous y faisiez allusion. Oui. Déjà, mais on pense que le maillon faible dans tout ça, aujourd'hui, à l'opposition, c'est encore une fois les FCBE, même si vous taguez donc de 15 députés, les coups pourraient venir de ce côté-là, notamment pour les gestions que vous avez connues, que les acteurs de FCBE ont connues, justement. Oui, mais FCBE a allé au charbon, FCBE a géré le pouvoir, FCBE a l'expérience du pouvoir, c'est aussi un atout à ne pas négliger. Mais FCBE aujourd'hui, fait les frais de la ruse et la rage, parce que il y a des audits ciblés, dès que quelqu'un lève la tête, dès qu'un ancien responsable lève la tête, on essaye d'aller voir il a géré où. Oui, justement, c'est une force, mais en même temps une grosse faiblesse par 7 ans. Non, au fait, c'est pourquoi je vous dis, au sein des FCBE, nous avons les ressources humaines nécessaires pour affronter les élections. Aujourd'hui, on a poussé, comment il s'appelle, notre secrétaire exécutif, Jonathan, dehors. Mais FCBE ne s'est pas arrêté.
le combat continue. C'est un lieutenant qui est tombé sur le champ de bataille. Vous êtes sûr, attendez, que les sacrifices nécessaires vont être faits pour que les personnes, n'est-ce pas, soupçonnées ou sur qui pèserait donc ces gens de soupçons et puis être sacrifiés, enfin on peut se passer d'eux. Mais je vous dis que déjà, il y a un cas. Le cas est de notre secrétaire exécutif national. Oui, le parti ne s'est pas arrêté. Mais FCBE ne s'arrêtera pas. FCBE n'est pas le parti d'un homme. Est-ce que c'est la même chose lorsqu'on sait que il y a, je ne sais plus quelle disposition, n'est-ce pas, du code électoral dit que quand vous déposez la liste, vous vous engagez à ne plus la modifier. Quand vous déposez la liste à la Sénat. Oui, lorsque la liste est déjà déposée, quelle que soit l'année qui interviendra, c'est que l'intéressé est candidat. Nous allons jusqu'aux élections. Il y a le cas Fagbon. Fagbon n'était pas sur le terrain. Il a été élu député. Il était poursuivi dans le cadre d'un dossier, mais il a été élu député. Et si l'intéressé n'a pas le quitus fiscal? Non, mais ça veut dire qu'on ne déposera pas le dossier. On dépose le dossier avec le quitus fiscal. On ne dépose pas le dossier avant le quitus fiscal. Donc moi je pense qu'il faut réunir toutes ces conditions-là avant de déposer le quitus fiscal. C'est là que je dis que, étant politique, nous avons voté une loi qui n'est pas du tout intelligente et c'est fait ADC parce que on se dit on est au pouvoir aujourd'hui, on a la possibilité d'éliminer certaines personnes, donc on met des conditionnalités pour que dès que quelqu'un dérange, on puisse le faire sortir. Comment on peut penser que c'est le gouvernement qui est un acteur politique qui doit autoriser quelqu'un à aller aux élections? Ça, ce n'est pas démocratique. C'est malsain. Il y a certains qui ne souffriront pas pour avoir le quitus fiscal, qui seront sur les lits, à qui on va délivrer sur un plateau d'or le quitus fiscal. Il y a d'autres qui vont souffrir avant de l'avoir. Il y a d'autres qu'on va empêcher de l'avoir. Et je crois que c'est malsain que le politique puisse mettre sa vie dans les mains d'un directeur général, peut-être un innocent, à qui le pouvoir central va dire ne lui donne pas, et étant entendu qu'il est sous ordre, il est obligé, et le pauvre, d'exécuter contre sa volonté. Voilà ce que l'Assemblée nationale, 7e législature, a fabriqué comme loi à l'Assemblée nationale. Vous parliez tantôt, n'est-ce pas, de ce soutien apporté hier lors du congrès extraordinaire à Boni Yayi. Boni Yayi, dont le nom revient régulièrement dans le procès ECC Service. ECC Service qui perturbe, on va dire, c'est législatif. C'est en pensant à ça, n'est-ce pas, que vous apportez non seulement le soutien à Boni Yayi, on vous dirait aussi que les victimes de ECC Service ont besoin de soutien. Oui, les victimes, comme vous le savez, en son temps, le gouvernement Yayi avait voulu, ou avait plutôt tout fait pour apporter son soutien aux victimes de ICC Service. C'était le credo de la gouvernance de Yayi. Les populations ont été spoliées. Il fallait qu'ils s'y mettent pour que les spoliés puissent rentrer dans leur dû. Et comme vous le savez, c'était une activité privée. Et dans ce cadre-là, le gouvernement pouvait ne pas s'intéresser. J'ai vu tout récemment au Ghana, sur les réseaux sociaux, une activité pareille où j'ai vu des gens dans la rue qui incriminaient le président. J'ai voté pour toi, mon agent, c'est 1000 CD, c'est 2000 CD, j'ai voté pour vous, faites quelque chose, ainsi de suite. On incriminait le président ghanéen. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire.
le gouvernement ne s'en était pas mêlé. Mais au Bénin, étant entendu qu'on avait un président qui avait à cœur la souffrance de sa population, il a pris à bras le corps le problème et a voulu que cela se règle. Aujourd'hui, les gens ont le... Et quand vous voyez d'abord la nature de la criette, la nature non, même de la criette. Avant d'en venir à la nature de la criette... Quand vous... J'en viens. Est-ce qu'à la différence de la Côte d'Ivoire, la différence du Ghana, oui, le président ici n'était pas trop proche de ICC Service, le président et ses ministres, n'est-ce pas la démonstration aujourd'hui à la criette? Je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas s'ils étaient proches du président Yahya Boni, mais des gens qui ont réussi à prendre autant de sous dans une république comme le Bénin, où on est à 80% et pauvres, et qu'on ait réussi à amasser ces sous-là auprès de nos populations, il faut se dire que c'est des gens intelligents et des gens qui mettent tous les moyens de leur côté pour montrer, pour fasciner et celui qu'ils veulent escroquer. Jusqu'au gouvernement, jusqu'au de l'État. Non, c'est pas de ça. Laissez-moi aller jusqu'au bout, vous allez comprendre. Lorsque des gens obtiennent audience auprès du chef de l'État et qu'ils utilisent cette photo, c'est pour dire notre institution n'est pas quelque chose de farfelu et que nous sommes proches du chef de l'État. Alors que le but de l'audience, c'était peut-être pour aller dire, nous faisons du social, on fait les puits, on fait les forages, on construit les églises, mais on a utilisé ça pour autre chose. Est-ce que vous pensez qu'un chef de l'État peut déjà, en vous recevant, savoir que vous faites autre chose que ce que vous avez... Est-ce que le procès ICC Service aujourd'hui n'est pas le procès de la gouvernance Yahi, lui qui acceptait tout argent, n'est-ce pas, pourvu que ça puisse servir à sa propagande? Non, le président Yahi n'a jamais accepté tout argent. Le président Yahi est un fervent croyant, quelqu'un qui connaît Dieu et qui ne fait pas n'importe quoi. Le président Yahi n'a jamais accepté n'importe quel argent. Et c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. L'argent des spoliés, l'argent de cette dame, Manga Kwechi, est-ce que vous pensez... À faire des effigies du chef de l'État? Moi qui suis ici, j'ai fait des posters à l'effigie de Yahya Boni. J'ai fait sans peut-être aller me coller à lui et faire des photos et faire des posters. Mais on a monté des posters où je suis avec Yahya Boni, sans faire la photo avec lui. Deuxièmement, j'ai fait des posters, mais est-ce que Yahya Boni sait où j'ai trouvé de l'argent pour le faire? Est-ce que je lui ai dit... Le champagne à du chef de l'État distribué à la présidence de la République. Non, comment on distribue à qui? Mais le lieu où on distribue n'est pas le problème. Je dis, moi j'ai fait. Est-ce que je suis allé dire à Yahya où j'ai trouvé de l'argent pour le faire? Aujourd'hui, les posters qu'on a mis dans la ville de Cotonou pour magnifier le président Talon, qu'on a enlevé quelques jours après, celui qui l'a fait a dit à Talon où est-ce qu'il a trouvé l'argent? Non. Mais c'est pareil pour Yahya Boni aussi. Pourquoi? C'est parce qu'on a découvert que c'est des voleurs qu'on va dire que c'est l'argent de ICC Service et que Yahya savait. Oui, vous avez écouté les témoignages des ministres, les anciens ministres de Boni Yahi. Apparemment, c'est plus que ce que vous dites, c'était une proximité. Yahya Boni s'était impliqué religieusement dans cette affaire, tout au moins dans la résolution pour que son pouvoir tienne. Non, au fait, oui, dans la résolution, pour que son pouvoir tienne. C'est normal. Lorsque vous avez vos populations qui sont spoliées, vous devez, en tant que président de la République, en tant que père de famille, vous devez vous mettre pour régler, pour que les populations retrouvent des moyens peu orthodoxes. Quels sont ces moyens? Les moyens, c'est de mettre la justice
à contribution, ce qu'il a fait. Il devait, mais les autres témoignages dont vous parlez, monsieur le journaliste, monsieur Vigile, les autres témoignages dont vous parlez, quand quelqu'un dit quelque chose le matin, il dit autre chose le soir, vous ne voyez pas que la criette est en train de manipuler les témoins pour atteindre un objectif, détruire l'honorabilité du président Yahi, qui fait peur en ce moment par ses sorties. Comment le procureur spécial peut-il dire, vous pouvez mentir, vous pouvez tout dire, dites, n'ayez pas de crainte. Aucun procès ne prospérera. Il s'est dit à la criette, vous pouvez mentir, vous pouvez calomnier, mais comment vous pouvez comprendre cette proximité des présumés coupables avec la criette? Personne ne pose la question pour découvrir la vérité. Les questions qui sont posées, ce sont les questions pour inculper, pour dire que c'est Yahi, la gouvernance de Yahi, qui est à la base. C'est tout. C'est tout ce qui est recherché aujourd'hui à la criette. Mais quel est l'objectif d'un procès? C'est de retrouver les coupables, les punir pour que ça serve de leçon pour les autres. Mais ce n'est pas le cas. Ici, c'est comment faire pour que tout le monde, tous ceux que les témoins, que ce soit les témoins, les sachants, les présumés coupables, qu'ils disent que c'est Yahi. Et on dit quelque chose tout à l'heure, un instant après, on dit le contraire. Et le juge ou l'avocat ne peut pas demander, mais est-ce que vous avez la preuve de ce que vous êtes en train de dire? On ne peut pas dire, un hélicoptère ne peut pas prendre tout de même quand même 27 milliards. La contenance de l'hélicoptère ne peut pas, et le poids même des sous, l'hélicoptère ne peut pas. Le juge est incapable de faire notifier ça à l'inculpé. Peut-être qu'il et on leur permet de dire, et on dit, n'ayez pas de crainte, vous ne serez pas poursuivis ailleurs. Si vous êtes poursuivis, ça ne va pas marcher. On connaît déjà l'issue. Lorsque quelqu'un se sent calomnié et il dit, je vais déposer une plainte contre X, le juge dit, pas de crainte, sa plainte-là ne va pas prospérer. Alors ça veut dire quoi? Vous pouvez mentir. Vous pouvez mentir sur son compte. Vous pouvez dire que c'est lui le promoteur de ICC Service. Vous pouvez dire que vous mangez matin, midi avec lui. Vous pouvez dire que vous allez déposer des cartons d'argent dans son bureau. Mais dites ce que vous voulez dire. C'est pas normal. Est-ce que à FCBE, il y a quelque chose qui se prépare du genre? Vous préparez donc au niveau des départements, des personnes pour aller manifester, pour demander l'arrêt du procès, comme l'a insinué donc le procureur spécial? Il n'a pas parlé de FCBE, il a parlé de oui, certaines... il n'a pas parlé de FCBE. Il a parlé de certaines formations politiques. Je suis d'accord, mais je lui concède ce qu'il a dit. Parce que il sort du cadre de ses prérogatives et pour rentrer dans le cadre politique. Ces déclarations paraissent comme un acteur politique qui connaît ses adversaires et qui est en train de les combattre. Et je voudrais, pour la crédibilité de l'institution dont il a la charge, qu'il se démarque de ça, qu'il s'efforce même si il a reçu des instructions pour faire mal à quelqu'un, qu'il ait la crainte de Dieu et qu'il se démarque, qu'il se dise, j'ai en charge une institution et que je dois faire au mieux pour crédibiliser cette institution. Sinon, ce qui se passe aujourd'hui à la criette, j'avoue que ça donne raison à ceux qui pensent que la criette est une institution pour juger les opposants, pour mettre en difficulté les opposants, pour condamner les opposants, les jeter en prison. Et le cas Adjavon en est une illustration, parce que, dites-vous, un procès
on va au procès et déjà, on nous apprend qu'à 16 heures, on aura le verdict et que c'est 20 ans de prison. C'est comme si on a rédigé déjà le verdict, on a mis dans la poche et quel que soit l'avocat, vous pouvez aller chercher votre avocat aux États-Unis au ciel. Il n'a rien à dire, le verdict sera dit à 16 heures. Et à 16 heures, on apprend que Adjavon est effectivement condamné à 20 ans de prison. Je crois que ça ne crédibilise pas, pas l'institution. Je n'ai pas oublié ma question. Est-ce que quelque chose était en préparation à la FCBE? Rien n'est en préparation pour nous. Je l'ai dit au début de l'émission. J'ai bien dit que FCBE se met en marge de cette affaire de ICC Service parce que ça ne regarde pas FCBE. FCBE n'a rien dans le procès ICC Service. Et si la dernière fois, ou bien hier seulement, nous avons été obligés d'en parler au niveau de notre congrès extraordinaire, de soutenir notre président d'honneur au niveau de notre congrès extraordinaire, c'est simplement parce que nous avons constaté des déviances, nous avons constaté que le parti même est attaqué par le procureur spécial et c'est à ce niveau-là que nous avons dit trop c'en est trop, il fallait quand même soutenir le président. FCBE n'a rien à voir avec ICC, dites-vous, mais est-ce que l'opposition peut s'en sortir aujourd'hui après ce procès sans perdre de plus? Ben, vous savez, le Bénin et le Béninois est très, très, très informé et très intelligent et suit de près l'actualité. Quand on voit la période à laquelle on a ouvert le procès ICC Service, quand on voit les différentes interventions des mises en cause et les sachants que l'on reçoit à la criette, quand on voit la façon dont le procès est conduit, ça n'a aucun effet. Au contraire, ça frise l'acharnement contre une personne dont on veut ternir l'image et ça remonte encore sa popularité au sein de l'opinion. Est-ce que si demain la criette devait écouter Mboni Yahi au titre des sachants, il devait se présenter? Et pourquoi on va l'écouter au titre des sachants? Pourquoi? On peut aller au bout de ce procès. Ça va être de sa volonté. Moi, j'ai suivi je ne suis pas juriste. Si je n'avais pas suivi le juriste, j'allais vous dire que il va se présenter, étant entendu que c'est un citoyen, il va se présenter, mais il a la possibilité de dire je me présente ou je ne me présente pas. Il a la possibilité. Au terme de la loi. Vous n'avez pas répondu à la question, je comprends que c'est délicat. Je ne peux pas répondre à la place de Yahi Boni. Voilà. Mais une autre affaire, presque éteinte par l'affaire CC, dans tous les cas, c'était un gros silence qui l'entourait. Je veux parler de l'arrestation de Kwame Couché. Il en est où aujourd'hui? Quelle est sa situation? Oui, mais vous avez dit c'est passé sous silence. Au fait, vous savez, nous, comme je l'ai dit, l'affaire Kwame Couché fait partie des affaires de harcèlement que vit l'opposition et depuis l'avènement. Je rappelle aux auditeurs que Kwame Couché est le deuxième secrétaire exécutif national de FCBE, oui. Et depuis l'avènement du gouvernement de Patrice Talon, et comme vous le savez, je rappelle également que le président Patrice Talon a dit à maintes reprises que pour être réélu, un président d'un petit pays comme le Bénin n'a pas besoin d'un bilan. Il peut travailler, il peut ne pas travailler dans l'intérêt des populations. Il lui suffit qu'il soumette les grands électeurs, les maires, les députés, et qu'il soumette tout le monde et qu'il passe facilement. Il n'a pas besoin d'un bilan. Et également, si ceux qui ne vont pas se soumettre, il faut les écarter de son chemin par n'importe quel moyen. Et aujourd'hui, nous avons constaté que
Et le président Talon utilise les armes non conventionnelles en démocratie pour lutter contre ses opposants. Et Komi Kouché est dans ce sillage-là. Et après que la demande de poursuite a échoué au niveau de l'Assemblée nationale, et dans le cadre de vol d'argent fabriqué par eux-mêmes, c'est vrai que l'argent a été volé à son domicile, mais le montant, ils ont grossi le montant, ils ont fabriqué, ils ont habillé comme d'habitude. Et bon, je crois que le bon sens à un moment donné, avant le vote, a prévalu. Et ils se sont dit, mais c'est trop gros comme mensonge, il faut reculer. Et ils ont reculé dans ce dossier-là. Maintenant, ils ont, étant entendu qu'ils ont fabriqué une cour qui s'appelle la Criette, et que même si en première instance vous êtes jugé et qu'on dit au bénéfice du doute, on vous libère, il y a d'autres juges plus gradés et plus éclairés et qui plus soumis, en somme, qui peuvent récupérer ce qui est fait là-bas et donner 20 ans. Donc, on a envoyé le dossier FNM à la Criette, et alors que Komi Kouché s'était présenté au juge d'instruction de première instance, et le juge d'instruction a trouvé que le dossier ne valait pas la peine d'être poursuivi. Vous voulez dire, c'est un mandat d'arrêt de la Criette qui a été exécuté contre Komi Kouché aujourd'hui? La Criette n'a pas émis un mandat d'arrêt. Et si, c'est pourquoi nous sommes en train de déplorer le silence coupable du gouvernement jusqu'à ce jour. Komi Kouché est un Béninois, est un fils de ce pays, et lorsque le fils du pays a des ennuis, quelle que soit la nature des ennuis, le pouvoir a l'obligation d'informer les populations. Voulez-vous dire qu'à ce jour, on ne connaît pas le motif de on ne connaît pas le motif qui a prévalu à la demande d'arrestation de Komi Kouché par l'Interpol. Et vous n'avez fait aucune démarche envers les autorités espagnoles? Les démarches sont en cours. Komi Kouché a des avocats qui sont en train de le défendre. Il a des avocats. Mais nous pensons que c'est un acharnement. La Criette ne peut pas délivrer un mandat d'arrêt international, d'autant puisque Komi Kouché avait une convocation qui n'était pas encore expirée et son arrestation est arrivée. Donc, quand vous convoquez quelqu'un et que la date n'est pas encore arrivée, on ne peut pas émettre un mandat d'arrêt. C'est impossible. Mais tout laisse penser que l'Interpol ne peut pas s'exécuter s'il n'y a pas un mandat d'arrêt. C'est quoi alors? Ça veut dire que de façon frauduleuse, il y a eu peut-être l'émission d'un mandat d'arrêt. De façon frauduleuse. Ou en catimini, il y a. Et jusqu'à ce jour, que ce soit la Criette, que ce soit le tribunal de première instance, connaît les avocats de Komi Kouché. Et à ce jour, aucune notification n'est faite à ces avocats. Je crois que nous sommes dans un état de non-droit. Nous sommes dans un état où on peut faire ce qu'on veut contre les fils de son pays, et dans l'impunité totale, je crois que le Bénin, les Béninois doivent prendre acte. On imagine que vous devez être aussi embarrassé, ne sachant quoi faire, puisque ne sachant pourquoi cette arrestation. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous gérez ça à la FCBE? À notre corps défendant, difficilement, et à notre corps défendant. Mais nous avons, comme je l'ai dit, commis à des avocats, et je crois que nous avons espoir que ça se passe dans un pays de droit. Ce n'est pas dans un État comme le Bénin, c'est en Espagne. Et nous pensons que le droit sera dit.
Revenons au discours du chef de l'État devant l'Assemblée nationale. Vous êtes député de la minorité, de l'opposition, mais commençons d'abord par ça. Oui. Qu'est-ce qui a trouvé grâce dans ce discours, à votre avis? Merci beaucoup. Et en fait, je voudrais déjà féliciter le président de la République pour avoir sacrifié à la tradition et avoir respecté les dispositions constitutionnelles parce que ce n'est pas souvent facile et on est habitué à la violation et flagrante des dispositions de l'Assemblée. Si cette fois-ci... Il était là, mais vous n'étiez pas au rendez-vous. Nous, on n'était pas au rendez-vous de la minorité. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, et le président Talon, on n'était pas là parce qu'il est habitué à utiliser les armes non conventionnelles en démocratie contre l'opposition et on ne peut pas aller nous asseoir pour l'acclamer. Et ceci dit, nous avons suivi debout. On n'était pas là, mais de l'autre côté, grâce à la presse, vous avez regardé la télé. Nous avons suivi en direct le président de la République et comme beaucoup de Béninois, ou presque tous les Béninois, nous étions étonnés du discours prononcé sur l'état de notre nation. On s'est demandé si le président parlait du Bénin ou s'il parlait d'une autre république. Et c'était vraiment, vraiment étonnant. Et j'ai regardé le président, je l'ai suivi dans son discours, et je l'ai regardé, je l'ai fixé, j'ai constaté que lui-même, il n'était pas sûr de ce qu'il lisait. Il n'était pas d'accord avec ce qu'il lisait. Ah bon? Oui, quand il a dit, son gouvernement a créé 200 000 emplois directs et indirects. Si vous l'observez, si vous ne l'avez pas observé, si c'est enregistré, il faut revoir. Il a fait un petit sourire. Il a souri dans le coin. Et je me suis dit, voilà, il n'est pas certain. Il a dit, je vais leur jeter ça et je verrai la réaction. Non, monsieur le président, vous n'avez pas du tout créé 200 000 emplois. Ce que moi je sais est que on peut tout au moins concéder à la rupture depuis 2016 comme emploi, c'est les chauffeurs de Bénin Taxi. Oui, ça là, personne ne peut discuter ça. C'est créé par la rupture. Mais ça ne fait pas 200 000, monsieur le président. Ça ne fait pas 200 000. Moi, je pense que en l'état actuel des choses, avec le niveau de la souffrance des populations, de la jeunesse, ce n'est pas intéressant qu'on se moque encore de la souffrance des populations. Ce n'est pas normal que le président que nous avons élu, à qui on avait fait confiance à 65%, vienne se moquer de la souffrance de la jeunesse. 200 000 emplois, directs et indirects, au Bénin. Mais, et on va dire, il n'y a pas de social. Et lui-même va dire que la souffrance vient à la misère. Et lui-même va reconnaître ça. Mais 200 000 emplois au Bénin. Apparemment, c'est ce qui vous a plus marqué dans le discours. Oui, c'est ça qui a marqué tout le monde. Je vais noter d'autres aspects. Ça qui a marqué tout le monde. Ce n'est pas bien. Lui-même... Mais j'ai l'impression que au début de son mandat, le président Talon ne voulait pas mentir au peuple. Il disait la vérité au peuple. Il a dit, on va serrer les ceintures. Je sais que c'est dur. Il a dit que la nourriture au feu, ça mijote, que ça va venir. Il dit, je comprends, c'est difficile. Ça peut être, ça va paraître comme c'est l'éternité. Je vous comprends. Il dit des choses, il reconnaît ce qui ne va pas. Mais j'ai l'impression que les conseillers à la politique lui ont dit, il faut commencer par mentir. Et il est tombé dans leur panneau. Ce n'est pas bon. Un président doit dire la vérité à son peuple.
Ça, c'est ça qui est normal. Oui, mais on peut maintenant, déjà hier. si 200 000 emplois, non, c'est pas parce que, c'est ce que je refuse. C'est pas parce que si Boni Yaya fait quelque chose de mal que le président Talon va faire la même chose. Non, non. On a élu le président Talon pour corriger l'état du président Boni Yaya et pour que le pays puisse avancer. Boni Yaya a exercé. Aujourd'hui, on ne va pas élire un président pour qu'il fasse pire que ce que Talon est en train de faire aujourd'hui. Ça va être mauvais. Mais il nous a dit serrer les ceintures. Il nous a dit ça mijote, c'est au feu. Mais quand le repas est prêt, il fallait qu'ils nous disent que c'est prêt. Ils se sont accaparés de ça, ils ont mangé seuls. Et aujourd'hui, ils nous disent qu'il y a 200 000 emplois. Mais quand est-ce que le repas était prêt et nous, on n'était plus informés? Quand est-ce qu'eux, ils ont enlevé les ceintures et nous, on continue de serrer les ceintures? Ils ne nous ont plus dit. Mais on apprend seulement que 200 000 emplois ont été créés. Mais cette annonce n'est pas bonne et je pense qu'on doit... Il a également dit que l'asphaltage a commencé. Non, ça n'a pas commencé. Vous avez vu ça où, M. Vigile? Non, mais l'asphaltage, même à côté de nous ici, la route des pèlerins célestes, ça a commencé. C'est ça l'asphaltage? Oui, c'est ça l'asphaltage. Mais c'est du concret, ça, non? Je vous concède ça. Ça a été pavé, non? Oui. Le pavage n'est pas l'asphaltage. Bon, nous ne connaissons pas la réalité asphaltage. Non. Le pavage n'est pas l'asphaltage. C'est un projet asphaltage. Asphaltage, c'est mètre de bitume. Ok? Ça là, ce n'est pas dedans. Donc, dans la ville de Cotonou, tout au moins où je vis, tout à l'heure, je viens de Godomé, j'ai traversé la ville de Cotonou, j'ai vu sur au moins 2 rues qu'il y a les panneaux de chantier. Asphaltage. Il y a les panneaux de chantier. Et ça fait 3 mois que ces panneaux ont été posés. Panneaux de chantier, des écritures. Et après, on voit des panneaux de déviation. Sans travaux. Les panneaux de déviation. Je crois que... Et le président de la République nous dit que l'asphaltage a commencé. Non. S'il te plaît, monsieur le président. Ceux qui vous demandent de mentir au peuple sont en train de vous faire du mal. Ce ne sont pas des politiciens. Ils vous font du mal. Parce que la population va vous poser des questions demain par rapport à ces points que vous affirmez. Et poser les questions, ce n'est pas qu'ils vont vous voir pour vous dire, monsieur le président, ça va être dans l'urne. C'est dans l'urne. Avec leur bulletin en main, ils vont vous poser des questions. Je crois que on ne peut pas continuer de mentir aux populations. Et il a parlé aussi du climat des affaires. Que le climat des affaires s'est amélioré au Bénin et il s'en était félicité. Avec comme témoignage le rapport Doing Business, non? Doing Business, voilà. Ce rapport-là, oui, ce rapport-là a dit que le Bénin a régressé. Ce rapport a dit que le Bénin a régressé de près de 2 ou 3 points. Le Togo est en avance sur nous. Un exemple. Donc, lorsque on ferme Kadiaf Komone, on renvoie le président du patronat du pays. Lorsque on fait tout ça là avec près de 2000 ou combien de 1000 d'employés, on dit que le climat des affaires s'est amélioré. Comment ça va s'améliorer? Lorsque vous êtes le seul opérateur économique du pays, comment vous pensez que le climat des affaires va s'améliorer? Lorsque vos sociétés, toutes vos sociétés, connaissent et ne payent pas d'impôts, sont exonérées. Comment vous pensez? Comment vous savez que les sociétés de Patrice Talon ne payent pas d'impôts?
Mais comment je ne le sais pas? Ce ne sont pas des arrêtés qui sont pris pour l'exonération? Ah bon? Comment on dit ça? Ces arrêtés sont publiés. Ce n'est pas les arrêtés, on ne cache pas les arrêtés. C'est quelqu'un qui doit exécuter, non? Même si les documents aujourd'hui, les documents qui devaient être officiels, les documents demandés par l'Assemblée nationale de droit. Et vous avez copie de ces arrêtés? Je ne suis pas obligé de garder ça dans mes archives, je n'en fais rien. Donc, lorsque on présidentialise l'économie d'un pays, j'utilise les termes d'un collègue, lorsque l'économie du Bénin est présidentialisée, on ne peut pas dire que le climat des affaires est très bon. Mais c'est bon pour quelqu'un, mais les autres sentent. Lorsque les Libanais ferment, tous partent du pays. Lorsque, aujourd'hui, la pression fiscale est à son comble. On va quitter le discours du chef de l'État. On ne peut pas. On peut pas. Le budget... Non, avant de quitter, je voudrais parler de quelque chose d'important. Le président de la République a parlé du délestage pour dire que c'est du passé et que c'est une réussite et s'en était félicité. Oui, mais je voudrais dire au président que le Bénin ne se limite pas à Cotonou. À Cotonou, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, c'est vrai. Ça s'est amélioré par rapport au passé, c'est vrai. Mais lorsque vous allez à l'intérieur du pays, les gens vivent le calvaire. C'est à peine qu'ils ont... Dû au délestage? Délestage. C'est à peine qu'ils ont le courant 24 heures sur 48 heures. Ah bon? Ça là... C'est dans quelle région précisément ça? Il doit le savoir. Dans le nord. Dans quelle région précisément? Dans le nord. Dans le nord. Moi, j'ai toujours mon groupe allumé dès que je me rends au nord. Donc, il doit le savoir et ne pas être péremptoire comme il a fait. D'autant plus que, au moment où il délivrait son discours à l'Assemblée, l'hémicycle fonctionnait sous groupe électrogène. Il n'y avait pas le courant. Mais vous n'y étiez pas. Je n'y étais pas, mais j'affirme encore qu'au moment où le président de la République délivrait son discours, il ne pouvait pas savoir. Ça, je le sais. Il ne pouvait pas savoir. L'hémicycle était sous groupe électrogène parce que le courant n'y était pas. Les autres bâtiments de l'Assemblée étaient dans le noir. Lui ne le savait pas. Mais il en était très fier de ce qu'on avait le courant. Alors que le groupe électrogène de l'Assemblée portait l'électricité. On n'a pas beaucoup de temps pour le budget de l'État. Voilà. C'est 2019, malheureusement. Mais dites-moi un mot, ce budget, on sait que vous êtes encore une fois député de l'opposition, que vous allez trouver qu'il n'y a rien dans le budget. Pourtant... Non. Au fait, il y a beaucoup de choses dans le budget. Ah oui, de bien. Beaucoup de choses de bien. Et comme par le passé, que ce soit le budget 2017, le budget 2018, c'est des budgets, quand vous les prenez, c'est de bons budgets, bien montés par les cadres. Les cadres que je salue au passage. C'est des jeunes cadres du ministère de l'économie et des finances. Très jeunes. On ne pouvait pas croire que ces messieurs-là pouvaient prendre la relève. Ils font un travail remarquable. Mais c'est l'exécution qui pose de problèmes. Lorsque vous dites que en 2017, le PIB est de 808 milliards, Monsieur Vigile, 808 milliards. Il a quel malheur? On a applaudi, on en était très contents. Notre pays va sortir de l'ornière. Et au même moment, pour financer ces 808 milliards, il faut aller sur le marché local, faire des emprunts obligataires, des bons de commande. Et vous savez que c'est des prêts très chers pour le pays. Très chers à payer. Donc, nous avons consenti, on a dit, mais comme c'est pour les projets structurants, dès qu'on consent ces prêts-là, à long terme, on va payer. On va réussir à rembourser la dette.
Et lorsque on concède, l'Assemblée accepte et que le gouvernement exécute ce budget à 90% avec les emprunts obligataires collectés de gauche à droite, tous les jours le Bénin est sur le marché régional pour prendre de l'argent. Très cher, 150 milliards, oui, c'est donné au complet, les gens ont donné. Et qu'au finish, à l'exécution, pas d'impact sur la population, pas d'impact physique. Comme réalisation, on se demande qu'est-ce qui se passe. Et à chaque instant, on a fait des questions. Si ce que vous dites, si c'est réel, est-ce que vous n'êtes pas vous aussi mis en cause lorsqu'on sait que par la suite vous votez quand même la loi de règlement qui suit? La loi de règlement n'est pas encore votée. Et comme vous le savez, Non, il n'y a aucune loi de règlement de Patrice Talon qui soit déjà votée depuis 2016. Je crois que 2016 est déjà votée. Oui. Je crois que, vous savez, là-bas, là, ce n'est pas à l'hémicycle. À l'hémicycle, ce n'est pas la raison qui prévaut. C'est le rapport de force. Le gouvernement a 60 députés ou 62 députés qui approuvent ces actions. Donc, quand ces questions-là arrivent, ils ont beau ne pas être d'accord, mais au finish, ils approuvent. Mais je vous prends un exemple simple. Oui. Le budget que nous venons de voter. Lorsqu'on était en train d'étudier ce budget, il y a beaucoup de députés qui ont levé la voix pour dire qu'il y a trop de taxes sur les produits agricoles. Et il y en a vraiment. Trop de taxes. Le cajou à 70%, le palmier à huile à 60%, et maintenant le coton qui a toutes les subventions à 10 francs. Et vous savez pourquoi? Vous savez celui qui a le coton. Pourquoi? Qui a le coton? Mais c'est à 10 francs le coton. Mais le cajou que le pauvre paysan chez Chine a produit, sans aucune attention particulière, le cajou va payer 70 francs le kilogramme. Vous disiez, oui, 70 francs, d'accord. 70 francs le kilogramme. Le palmier à huile, 60 francs, ainsi de suite. Tous les députés avaient dit non, que ça là, ce n'est pas bon. De tous les bords. De tous les bords. Il faut que le gouvernement revoie ça. Mais quand on a fait les amendements, le gouvernement a rejeté. Il a dit, par rapport au cajou, que lui veut même monter plus. Oui, mais il y a un an, vous aviez déjà concédé ça. Pourquoi c'est maintenant on veut réduire? Non, au fait, est-ce qu'on avait concédé? C'est le passage en force. C'est le passage en force. Et je vous dis, le gouvernement a une majorité confortable. Quelles sont les taxes qui ont diminué, qu'on a enlevé cette fois-ci? Bon, il y a la taxe sur le karité qui était à 60 francs. Et on leur avait dit en son temps que ça ne peut pas marcher. Le karité ne fait même pas parfois 60 francs le kilogramme. Et vous le taxez à 60 francs. Ce que les bonnes dames vont en brousse souffrir pour récolter, vous taxez. Mais ils sont revenus à 10 francs cette fois-ci. C'est la seule taxe qui a diminué. Oui, pour les produits agricoles. Pour les produits agricoles. Et d'autres choses dans d'autres secteurs, quelles sont les taxes qui... Dans d'autres secteurs, il y a comment on appelle ça, l'impôt minimum là, qui est pour les petites et moyennes sociétés, oui, qui était amené à 400 000, qu'on a ramené, je crois, à 150 000. Voilà. Est-ce là des taxes qu'on a supprimées? Non, mais on crée ou bien on supprime. On ne supprime. D'accord, on n'en a pas supprimé. On ne supprime pas des taxes avec le président Talon. Est-ce qu'on en a créé? De 2017 à 2019, il y a eu 16 taxes qui ont été créées. 16 taxes qui ont été créées. Bon, nous allons prendre aussi les auditeurs qui s'impatientent. Deux numéros. Oui. Le 66 75 72 72 ou le 64 44 02 44. On a déjà le tout premier en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour.
Dieu donné Hontier, c'est le pays avec Bagé. Dieu donné Hontier tout nouveau, c'est ça hein? Hontier nouveau, excusez-moi. Toutes mes excuses. Honorable Miani, bonjour. Bonjour, monsieur Dieudonné. Mes considérations à vous. Merci. Merci. L'appel de Pédé avec Bagé, j'ai deux questions pour vous. La première, dites-nous, c'est comme tel effet de, pour ne pas dire l'opposition, au cas où à quelques jours de dépôt de dossiers, certains sur la liste, nous verrons contraints d'être effacés. Mon micro ne marche pas trop bien. Monsieur Dieudonné Hontier, nous Oui. je ne sais pas comment ça se fait, on ne vous entend pas très bien. Voilà. Retrouvez la question, s'il vous plaît. Ah, ok, je disais tantôt, Oui, c'est comme tel effet de, pour ne oui. pas dire l'opposition en général. Au cas où à quelques jours de dépôt de dossiers, certains sur la liste de l'opposition se verront recalés à cause d'un problème. Ça, nous connaissons les aspects actuels. D'accord. La deuxième question, honorable Mioni, dites-nous, sans langue de bois, qu'est-ce qu'on fait l'opposition? Êtes-vous sûr de positionner sur la liste des hommes capables de résister devant le billet de banquier, soit élus députés à l'Assemblée? C'est très important pour l'opposition, Ok. pour le domaine en général. Merci. Bonne journée à vous et régalé à vous. Merci. Deuxième auditeur, bonjour. Oui. Monsieur Vigile, bonjour. Bonjour, monsieur. L'honorable Achade, bonjour. Bonjour, monsieur. Valentin Ayonou, en directeur de Thionville. Ma première préoccupation, Oui. la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a demandé au gouvernement du Bénin de suspendre provisoirement à l'exécution des sanctions pénales lancées contre M. Adjabon Pélassin. Le délai accordé au gouvernement est de 15 jours. Le délai est à l'expiration. Alors, vous, en tant que député, à qui les dispositions constitutionnelles confèrent le droit de contrôle de l'action gouvernementale, dites-nous comment évolue ce dossier. Deuxième préoccupation. Monsieur, les dossiers ICT et la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale, lequel vous souhaitez voir devant la criette. C'est tout cela, les deux préoccupations. Bonne et agréable journée à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous allons prendre un troisième. Avant-dernier auditeur, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Christian Pardon, je vous appelle depuis Porto Novo. Ok. Monsieur l'honorable, Oui. je tiens à vous féliciter d'abord Merci. pour le développement. J'ai deux préoccupations. La première, Oui. est-ce que, en tant qu'opposant, un député de minorité, vous ne vous reprochez pas quelque chose, votre absence des têtes passées? Ok. Deuxième préoccupation. Oui. Nous vous voyons tous aujourd'hui et crier. Est-ce qu'aujourd'hui encore, à voir l'allure vont les choses? Vous ne vous préparez pas encore autrement que demain, dès qu'on va vous renvoyer encore à l'Assemblée, vous allez voir que, entre-temps, je n'avais pas assez de sous, il faut que je profite. Bon dimanche à vous. Merci. Merci. Nous allons prendre le quatrième et tout dernier auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur l'honorable. Bonjour. Oui, vous avez Gilles Dastor, Péguéné Nungo à l'appareil depuis Porto Novo, Topotadavo. Oui. Oui, ma première question va de ce côté. Et nous avons une couple qui vient d'être naître, et puis juste plus actuellement. Et cette cour dont les hommes du droit, même la majorité, disons même, disent que cette cour-là ne devait pas être créée dans ce pays. Dans le même temps que le président a dit la fois dernière qu'il est fier de cette cour, la manière dont il juge. Maintenant, je vais vous demander si ça prouve que le président est vraiment à l'écoute de son peuple. Dans la face. Vous avez dit que vous avez fait un congrès hier. Nous voulons, tel que vous dites de votre bouche, chaque regroupement politique de l'opposition, le camp de l'opposition, que vous êtes en train de faire tout pour que vous alliez tous sur une liste. Il ne faudrait pas que ce qui s'est produit avec la mouvance s'est produit à la dernière minute avec l'opposition aussi. Si vous pouvez le faire, si c'est ce que vous dites, si ça peut être dans l'ombre, et à la dernière minute, vous nous faites sortir ça, ce serait bon. Il n'est pas aussi qu'on monte
toutes ces traçabilités au début. Et ma dernière question, c'est quoi? Et la fois dernière, le président avait dit la fois dernière qu'il y a des sécurités dans le pays dans lequel les hommes même ne sont pas en sécurité. Devant eux, on fait braquage en plein jour comme ça. Le président dit qu'il y a des sécurités. Ça nous étonne un peu. Si vous pouvez nous donner aussi un éclaircissement sur ça là, je m'arrête là. Merci à vous. Nous avons ainsi bouclé la liste des appelants. Nous allons revenir en studio, donc honorable, répondre à ces différentes préoccupations. Je ne sais pas par qui vous commencez. Bon, je commence par le premier. Je n'ai pas trop écouté sa première préoccupation. Sa première préoccupation, c'est de savoir si, au cas où, n'est-ce pas, on mettait certains qui sont sur la liste, n'est-ce pas, de l'opposition sont mis en difficulté. Oui. Est-ce que vous avez les pièces de rechange? Vous êtes préparé à... Oui, je crois qu'au cours de l'émission, j'en ai suffisamment parlé. J'ai dit que au niveau de l'opposition, nous n'avons pas de problème de personnes. Les ressources humaines, on en a suffisamment. Politique, les ressources humaines politiques, on en a suffisamment. Même si les gens ne se montrent pas, et j'ai dit tantôt que la question aujourd'hui des élections de 2019 ne dépend pas de la tête de X ou bien de Y. Quelle que soit la personne que nous allons mettre, elle tiendra vraiment la course. Et beaucoup de personnes, d'intervenants, sont revenus également sur la question du changement de veste. Est-ce que lorsque... L'intégrité. Oui. L'intégrité. Lorsqu'on va élire, on va vous élire demain, est-ce que vous n'allez pas changer de veste? Je dis, je ne peux pas répondre à la place de tout le monde. Et j'ai dit aussi également qu'il n'y a pas de sensoromètre pour mesurer le degré de sincérité des personnes qui seront mises sur la liste. Mais, étant entendu que les conséquences corrigent mieux que les conseils, je suis certain que avec tout ce qui se passe et par rapport à aujourd'hui, l'hostilité que la population a vis-à-vis des personnes qui se comportent comme ils le déplorent, je crois que les gens ne vont pas se hasarder à changer encore de camp. Et au terme de tout, je crois on fera tout possible pour prendre une loi à l'Assemblée nationale pour empêcher la transhumance. Parce que quand vous, au Togo à côté, lorsque vous êtes élu sur la bannière d'une formation politique et que vous quittez cette formation politique, c'est que vous perdez votre mandat. Automatiquement, vous perdez votre mandat. Donc, les gens ne vont pas se hasarder à quitter leur formation politique. Je crois qu'on va en arriver. Et effectivement, le président de la République, dans son discours sur l'état de la nation, a apprécié le travail de la Criette, et il a dit que c'était vraiment nécessaire que la Criette soit créée. Je l'ai dit aussi, la Criette répond aux aspirations du président de la République. Ce qui compte aujourd'hui pour le président Talon, est-ce que la Criette joue le rôle que lui veut? Point barre. Et ça joue ce rôle-là activement. Parce que, imaginez, Adjavon n'est pas là. Imaginez, Komi Kouché est persécuté en ce moment. Imaginez, Djenote Agosso dehors. Mais si ces personnalités dont je viens de citer le nom étaient au Bénin, ajoutées aux autres personnalités qui sont sur le terrain, je crois que la rupture aurait beaucoup de soucis à se faire. Je sais qu'elle a de soucis, mais elle aurait plus de soucis à se faire si le président Adjavon devait être sur le terrain et faire la campagne lui-même, aller de localité en localité. Je crois que la rupture a beaucoup de soucis à se faire. Mais comment la Criette, créée de toutes pièces et avec des missions
précise, a réussi à le bouter dehors et qui ne peut pas rentrer, peut-être malgré l'injonction de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, que il ne peut pas venir. Je crois que c'est déjà un bon signe pour le président Talon, et il ne voudra pas, peut-être, il va continuer d'apprécier le travail, le rôle joué par la criette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président, à ce niveau-là, comme l'a dit l'auditeur, le président est en déphasage avec son peuple. Je suis entièrement d'accord avec lui. Bon, on m'a demandé le délai. Oui, la Cour africaine des droits de l'homme, le délai est expiré. Le délai est expiré. Quelle est la réponse du gouvernement? Je crois que je vais peut-être poser la même question à Vigile, parce que lui, les journalistes, ils pourront nous dire plus quelle est la position du gouvernement en ce moment. Parce qu'on a un gouvernement qui ne communique pas, qui ne dit pas ce qu'il fait. Surtout quand c'est louche, vous ne pouvez pas savoir. Le président de la République, quand la Cour africaine des droits de l'homme a fait des injonctions, je me suis dit, tiens, le président Talon se doit forcément de répondre positivement à ces injonctions. Oui, parce à ce jour, on ne sait pas effectivement si le gouvernement a répondu ou pas. Mais est-ce qu'il ne relève pas aussi de l'opposition, n'est-ce pas, d'aller chercher la réponse, nous dire si le gouvernement a répondu, oui ou non? Si aller chercher à la Cour. Ah oui, à la Cour. Les avocats de Sébastien Germain à Javon, par exemple. Certainement qu'ils le diront les jours à venir, parce que c'est pas parce que le délai a expiré en même temps qu'il faut commencer par comme. Je suis sûr qu'ils sont là-dessus. Ils sont là-dessus et ils vont nous le faire entendre. Mais bon, le journaliste d'investigation pouvait très rapidement et à l'expiration d'abord votre dossier, le dossier de... Oui, c'est notre dossier, mais moi j'ai dit sur d'autres dossiers, les journalistes nous auraient déjà dit ce qui en est. Parce que nous, par exemple, en tant que politique, au niveau de la minorité parlementaire, ce que nous pouvons faire pour savoir ce qui en est, c'est de poser des questions d'actualité. C'est ça le contrôle de l'action du gouvernement. Poser des questions d'actualité ou des questions orales avec débat au gouvernement. Mais comme vous le savez, le gouvernement du président Patrice Talon, vous avez suivi le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale sur près d'une centaine de questions posées. C'est à peine qu'ils ont répondu à une seule question. Et c'est le quotidien. On ne peut rien parce que l'Assemblée est vassalisée. Moi, j'ai fait la 6e législature. Le gouvernement ne peut pas se refuser de répondre à l'interpellation de l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, le gouvernement est en terrain conquis. Dès qu'il met pied à l'Assemblée, il n'y a rien, c'est le maïs. Entre le dossier CC Service et le siège de l'Assemblée nationale, lequel auriez-vous souhaité qu'il passe à la criette? Je n'ai pas de préférence. Le dossier Assemblée nationale, c'est un drame pour le pays. On aurait pu être bien logé en tant que député aujourd'hui. L'image de la ville de Porto Novo aurait changé. On aurait pu, même si on ne construisait pas, sauver les ressources, les milliards qui sont engloutis. Je crois que c'est un drame. C'est la gouvernance de un scandale, oui. C'est la gouvernance de Yaïboni, c'est un scandale. Ça doit passer devant la justice. Le dossier ICC Service doit passer également devant la justice. Les auteurs recherchés, punis. Donc, il n'y a pas une préférence. Mais celui qui peut-être fait la préférence, c'est toujours le gouvernement. C'est le gouvernement qui choisit ces dossiers. On va me dire que c'est la justice. Mais aujourd'hui, on sait comment la justice est vassalisée. Même les magistrats même ont dit, ils ont déploré que le gouvernement a vassalisé la justice aujourd'hui. Il y a des juges qui continuent d'être vraiment
des juges libres et indépendants, mais il y en a qui sont rentrés, qui sont carrément dans la sauce, comme on le dit ordinairement. C'est vous qui avez voté des lois qui les y contraignent presque, non, à l'Assemblée? Oui, par exemple, et vous avez parfaitement raison, lorsque le Conseil supérieur de la magistrature est composé de beaucoup de gens non acteurs de la justice et que à ce niveau-là, comment on appelle, le juge ou le magistrat qui se serait opposé aux décisions du gouvernement peut se faire des soucis. Je crois que vous avez raison par rapport à la question. Mais, comme je l'ai dit, on dit souvent c'est vous, mais sans faire la part des choses, sans se dire que c'est la vassalisation de l'Assemblée nationale, c'est le BMP, fait une différence entre le BMP et la minorité parlementaire qui s'est toujours... Honorable Noureno Adjadé, nous arrivons au thème de cette émission. Merci beaucoup et je voudrais vous remercier pour l'invitation que vous m'avez donnée pour que je puisse parler de l'actualité politique. Et je voudrais, au nom de mon parti politique, vous dire merci. Et je voudrais également aussi profiter pour souhaiter bon vœu aux Béninois et les donner espoir que demain sera meilleur et prier la santé pour le président de la République et son gouvernement et dire également que les élections de 2019 se passent très bien dans la transparence totale, même si les conditions ne s'y prêtent pas, même si le gouvernement fait tout pour visser les élections. Je crois que le peuple béninois fera tout possible pour que les élections se passent dans la transparence. Et voilà ce que j'ai à dire. Je vous remercie. Merci à vous, honorable Noureno Adjadé. Je rappelle que vous êtes député de la minorité parlementaire, donc député de l'opposition et porte-parole du parti FCBE. Merci à chacun, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Mohamed Liamidi a assuré la réalisation technique. Sans langue de bois, c'est encore dimanche prochain.